Alors, bon, déjà, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce séminaire. Donc, comme prévu, je vais vous parler de systèmes à diffusion croisée, de leurs solutions faibles et de leurs dérivations partielles. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais introduire d'abord les systèmes à diffusion croisée de manière générale, puis je vais présenter les difficultés qu'on rencontre dans la construction de solutions faibles. À la fin de mon exposé, je vais parler d'un résultat de stabilité pour l'équation de Kolmogorov qui sera motivé par la dérivation d'un système à diffusion croisée. Alors, il est difficile d'introduire les systèmes à diffusion croisée sans parler du système qu'on appelle dans la communauté SKT, qui correspond à un article publié en 1979 dans le Journal of Theoretical Biology, qui propose le modèle suivant. Donc ici, les équations portent sur deux densités de population. Donc les fonctions U1 et U2 ici sont à valeur positive. J'espère que j'écris assez gros, vous me dites sinon. Donc c'est posé dans un ouvert oméga avec des conditions de Neumann homogènes. Donc ça traduit le fait que vous confinez vos espèces. Et puis des conditions initiales, mais ici je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ça s'appelle SKT. Je vais essayer de garder ce tableau intact. Comme je vous le disais, ici U1 et U2 représentent des densités de population, donc ce sont des fonctions à valeur positive. Les coefficients qui sont ici, tous les coefficients sont positifs, sont les coefficients de diffusion. Les coefficients qui sont ici, c'est soit de la reproduction, soit de la compétition entre les espèces. Et on parle de diffusion croisée quand l'un de ces deux-là est non nul. J'ai dû me tromper, évidemment. Ici, c'est un A2, 1. Peu importe. Quand l'un de ces deux coefficients est non nul. Okay. Le titre, en fait, de l'article en question contient le mot ségrégation. Donc, je n'ai plus le titre exact en tête. Et parce qu'en fait, l'une des motivations de ce modèle, c'est qu'il arrive à capter le phénomène dit de ségrégation pour les populations, qui est un état d'équilibre dans lequel vos deux espèces occupent des territoires qui ne sont peut-être pas d'intersection vide, mais ne se rencontrent pas beaucoup. D'accord ? Donc, une sorte d'évitement des deux populations. Au cœur de ce phénomène, il y a l'opérateur de diffusion particulier, là, qui est ici, que on peut écrire schématiquement comme ça, où mu, ça serait la diffusivité, et z, la quantité d'intérêt. Alors, pour les personnes qui sont plutôt issues de la communauté physicienne, en fait, ça, c'est pas ça la diffusion. Normalement, la loi de Fick, c'est plutôt un truc comme ça. Et on peut se demander pourquoi, dans le cadre de la dynamique des populations, on utilise ça. Alors, il y a plusieurs manières de voir ça. Une première raison, un peu en agitant les mains, c'est de parler de diffusion sensible. Par opposition à de la diffusion que je vais appeler inerte. Alors, je vais préciser ce que je veux dire par là. Si vous développez ici cet opérateur, vous allez obtenir en fait un premier bout qui correspond justement à Fick, et puis un autre qui est plutôt du transport en fait. Du transport de Z dans la direction opposée au gradient de la diffusivité. Et si votre diffusivité elle dépend d'une autre espèce, vous êtes en train de dire que vous essayez d'éviter les zones de concentration de l'autre espèce. D'accord ? Donc la quantité que vous regardez, l'espèce que vous regardez, arrive à sentir par l'odorat, par l'ouïe, par la vue, à une perception du gradient de l'autre espèce. Évidemment, dans le cas d'une goutte d'encre dans un verre d'eau, bon, il n'y a pas ça. On a de la diffusion pure, peut-être inhomogène, mais pas ce genre de direction. Alors je dis que c'est un peu en agitant les mains, parce que là j'ai fait un choix, j'ai égalisé les deux coefficients. Pourquoi ? Ce n'est pas bien clair. Alors il y a des justifications plus formelles de ça. Une justification est proposée dans le système SKT. Donc c'est fait en 1D, c'est un bilan de flux sur un réseau de cellules avec des probabilités de sauter à droite, à gauche.
on produit comme ça l'opérateur en question, mais ça reste assez formel. Ce qui va m'intéresser ici dans cet exposé, enfin plutôt vers la fin de l'exposé, c'est la dérivation de ce système du point de vue EDP, c'est-à-dire produire ce système comme la limite asymptotique d'un autre système qui, lui, serait justifié pour d'autres raisons. Donc vous avez un paramètre asymptotique qu'on va envoyer vers 0 ou l'infini, essayer de récupérer ce système-là. Donc ça, on le fera en utilisant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un résultat de stabilité sur l'équation de Kolmogorov. Et voilà pour la justification du modèle en tous les cas. Alors, au niveau de l'analyse mathématique des systèmes à diffusion croisée, en fait, il s'avère que ce sont des systèmes qui sont assez hostiles. Donc on a l'impression qu'ils sont, en tout cas, ils sont simples à écrire, mais ils sont relativement hostiles. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire un peu de biblio et de voir que pendant les 5 premières années après cet article fondateur, il n'y avait pas encore de résultats d'existence, et les premiers résultats d'existence étaient très, très, très partiels. Donc en 1D, en prenant plein de coefficients nuls, etc., les gens sont essentiellement concentrés sur des cas triangulaires, que vous annulez l'un des deux coefficients, ou bien en supposant que l'un des coefficients d'autodiffusion est très grand par rapport aux autres. Voilà, on sent que c'est un peu sporadique, on n'a pas vraiment de démarche, un chemin suivi pour essayer de construire des solutions régulières. Peut-être que le meilleur résultat en cette direction, c'est un théorème d'Amann qui date des années 90, mais c'est quelque chose qui dépasse largement le cadre des systèmes à diffusion croisée, c'est sur les systèmes quasi-linéaires paraboliques, et ça vous donne de l'existence locale de solutions régulières. Récemment, là, en 2015, le cas triangulaire est tombé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a pour des conditions initiales régulières, on a une solution globale régulière dans le cas de systèmes triangulaires. Dans le cas du système plein, il y a un paradigme que j'aime bien, qui pour moi résume bien la difficulté de l'affaire. Vous prenez ça, donc là je déshabille un peu le système. Voilà, vraiment on a l'impression qu'il n'y a plus grand chose dedans. Et bien ça, même en 1D, prenant une condition initiale régulière, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a une solution globale régulière à cette affaire. Alors, bon, devant cette situation, il est normal de se demander est-ce qu'on peut produire des solutions faibles, au moins. Et ça a traîné aussi. Donc, le premier résultat complet pour le système que je vous ai écrit de solutions faibles, je vais vous en parler un peu plus tard, c'est 2006. Donc, c'est presque 30 ans après l'apparition de SKT. Et ici, moi, dans le cadre de l'exposé, je vais m'intéresser à des généralisations du système SKT où on s'autorise d'autres fonctions ici, que je préciserai tout à l'heure. Et pour lesquels on va se poser la question aussi de l'existence de solutions faibles. Par la suite, je vais effectuer la même simplification que j'ai fait là, sur tous les systèmes que je vais regarder maintenant. Je ne vais pas mettre de termes sources, de termes de réaction. C'est vraiment pour simplifier un peu l'exposé et me faire gagner du temps. Et puis en fait, non, je vais faire pire que ça, je ne vais pas mettre d'autodiffusion. Donc ces termes-ci aussi, je les annule. Donc ça n'a pas d'incidence sur les résultats que je vais vous présenter, parce qu'en fait, les termes de réaction, quand ils ont la structure que je viens d'effacer, alors je note ça, et ici U, A2, 1, 2, quand ils ont la structure que je viens de vous noter, on peut toujours faire une estimation de type Gronval pour se ramener au cas où on n'a pas de terme source. Et les termes d'autodiffusion que j'ai enlevés à l'intérieur du Laplacien, en fait, ils nous aident. Ils donnent plus d'estimation. Donc on peut déjà essayer de comprendre ça. Je vais également considérer des conditions au bord périodiques pour simplifier les calculs, sachant que la plupart des articles que je vais mentionner sont écrits dans le cas d'un ouvert oméga avec les conditions de Neumann homogènes. Et voici pour les simplifications. Alors, donc je vous parlais de solutions faibles, et je vous disais que le premier résultat est paru en 2006. Donc c'est un résultat qu'on doit à Lee, Chen et Ansgar-Jungel, qui est paru dans JDE en 2006. Donc, dans cet article, ils établissent l'existence d'une solution faible globale à un système comme ça. Et en fait, la clé de voûte, c'est une fonctionnelle de Lyapunov qui vérifie l'estimation que je vous écris ici. Maintenant, je suis sur le tore.
ça c'est négatif. Et E, la fonctionnelle de Lyapunov, maintenant on l'appelle l'entropie de Chen et Jungel. C'est quelque chose comme ça. Où la fonction psi que j'ai introduite, c'est une primitive du log. D'accord ? Alors avec cette estimation-là, ils ont réussi à mettre en place une méthode d'approximation compacité standard. Vous avez la décroissance de votre fonctionnel, un peu de marge avec un terme de dissipation sur les gradients, et voilà. Alors, ce qu'on a étudié avec Laurent Desvillettes, Thomas Lepoutre, Ariane Trescazes dans une série de papiers depuis 2014. Donc on a, je les note comme ça, CPDE, ça c'était en 2015, et non-linear analysis, ça c'était en 2017. Voilà, alors dans ces trois papiers, on s'est intéressé à des généralisations conséquentes des systèmes que je vous ai notés, que je vais présenter ici. Alors moi, dans le cadre de l'exposé, je vais essayer de mieux effacer. C'est ça que je vais regarder. A1 de U2 puissance gamma 2, U1. Toujours pas de terme de réaction. Hein. Gamma 1, U2. Voilà. Et puis ça, je vais l'appeler SKT de gamma 1, gamma 2. En fait, dans les papiers en question, on a fait plus général que ça, on a mis des fonctions. Mais voilà, déjà comprendre le cas des puissances, je trouve que c'est un bon moyen de comprendre ce qui se passe. Alors la première étape, si on veut reproduire la théorie des solutions faibles, c'est qu'est-ce qu'il advient de l'entropie. Alors il se trouve que on a dégagé une condition d'ellipticité sur les coefficients ici, à savoir gamma 2, gamma 1 inférieur ou égal à 1, que je vais noter plutôt là-bas. Je pense que si je me lance maintenant dans la justification de cette condition, je vais perdre un peu de temps par rapport à ce dont j'ai envie de vous parler à la fin. Donc je vais juste m'arrêter là, et si j'ai le temps à la fin, je vous présenterai, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps pour comprendre d'où vient cette entropie, parce que bon, on peut vérifier le calcul, mais il faut comprendre structurellement d'où est-ce qu'elle vient. Et une fois qu'on a compris, on comprend pourquoi on peut la généraliser ainsi. Et d'où vient la condition gamma 1, gamma 2 inférieur ou égal à 1. Donc ici, je ne peux pas faire ça, mais alors, sous cette condition, si vous avez la condition d'ellipticité, ben en fait, vous avez une autre fonctionnelle. C'est plus des racines. En fait, ce qui apparaît, c'est les puissances que vous avez dans vos termes de diffusion croisée. Et puis pareil pour ce dernier terme. D'accord ? Voilà. Et ici, bien sûr, c'est d'autres fonctions. Comme je vous l'ai dit, si j'ai le temps tout à l'heure, je reviendrai un peu là-dessus. Alors, les généralisations qu'on a poursuivies dans les articles, elles concernent la forme des coefficients, mais aussi le nombre de populations. Donc ça, c'est un article avec Thomas Lepoutre, où on s'est intéressé au cas où on a plus que 2 populations. Et là, alors, les cas pour lesquels on sait fabriquer une entropie réduisent beaucoup. Donc on a besoin, en fait, on a besoin d'une hypothèse structurelle sur le système qui élimine beaucoup de cas. Mais encore une fois, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais passer à la suite sur les difficultés qu'on rencontre quand on veut construire la solution faible. Alors pourquoi je parle de difficultés? C'est parce que, évidemment, là, tout ce que j'ai fait, c'est assez formel. Mais si on veut construire rigoureusement des solutions faibles, la première étape, c'est l'approximation. Et là, SKT et ses variantes, ils font partie des systèmes pour lesquels on ne peut pas se contenter de dire bon, on a une estimation, donc c'est bon, il existe des solutions faibles. En fait, l'approximation, c'est vraiment l'une des difficultés. Alors, dans leur article, Chen et Jungel, ils ont une méthode d'approximation par changement de variable qui est assez technique et qui se généralise très mal. Donc là, les généralisations que je vous ai introduites, ça ne marche pas. Donc l'un de nos apports avec Laurent, Thomas et Ariane, c'est d'avoir mis en place un schéma d'approximation robuste qui va s'appliquer à toutes les généralisations dont je vous parle, et en fait en dimension éventuellement pour plus que 2 populations. Donc on prend un peu de recul et puis on introduit des systèmes qui ont cette forme-ci. Voici, où ici U, donc c'est défini sur Qt, c'est la valeur dans R plus puissance I, le nombre de populations, et A, c'est une fonction non linéaire qui va de R plus I dans R plus I. Je la prends très anonyme et j'en dis pas plus.
La question qui se pose, c'est, imaginons qu'on a une estimation d'entropie, est-ce que je peux mettre en place un procédé d'approximation qui convergerait? Alors, pourquoi il y a une difficulté? C'est qu'en fait, ici, je vous l'ai noté, en fait, le R+, le fait que les fonctions soient positives, ce n'est pas seulement une requête du modèle, parce que ça doit être des densités, mais c'est guidé par l'entropie. C'est-à-dire qu'au début, c'était des racines, là, c'est des puissances, sinon, ça serait des logs. Si on veut se reposer sur l'unique estimation qu'on a, qui est l'estimation d'entropie, pour assurer une borne uniforme et puis avoir de la compacité, on est obligé de produire dans l'approximation des choses qui sont à valeur positive. Donc ça élimine toutes les méthodes vectorielles de type Galerkin sur U. Ouais, on ne peut pas chercher directement U dans un espace vectoriel. Et donc là, je vais vous expliquer comment fonctionne le schéma. Donc, il repose sur deux hypothèses. Alors, la première, c'est deux hypothèses sur la fonction A. C'est structurel, c'est que A a une forme comme ça. En fait, c'est exactement ce qu'on a dans les systèmes de diffusion croisée. C'est que pour chaque ligne I, vous pouvez mettre UI en facteur d'une certaine fonction qui dépend de tout le reste. Et ce qu'on suppose sur PI, c'est qu'elle est continue et qu'elle est uniformément minorée par une constante stricte positive. Cette constante stricte positive, en fait, c'est la diffusion pure qu'on a toujours dans tous ces modèles-là. D'accord ? Les espèces diffusent indépendamment de la présence des autres espèces. Et voici. Donc on a toujours cette minoration-là. La deuxième, elle est un peu moins naturelle. En fait, elle est complètement technique. C'est une condition d'homéomorphie entre R plus I et lui-même. D'accord ? Alors, cette chose-là, vous allez voir où est-ce que ça apparaît dans l'approximation. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans beaucoup des cas qu'on a considérés, cette hypothèse va être satisfaite dès lors qu'on a une entropie. D'accord ? Donc, avec la structure entropique, on arrive à en déduire cette hypothèse qui apparaît technique. Alors, une fois qu'on a ces deux hypothèses, comment on fonctionne ? Comment on procède ? Alors, l'idée, c'est de considérer un schéma semi-discret en temps implicite qui a la forme suivante. UK-1 sur tau moins Laplacien de A de UK égale 0. OK. Puisqu'il est implicite, il faut bien que je vous explique comment, à partir de UK-1, j'arrive à fabriquer UK. Et ça, en multipliant par taux, ça revient à résoudre U moins taux Laplacien de A de U égale une source S, qui serait le rang d'avant. D'accord ? Je rappelle qu'on essaye de fabriquer des choses positives. Donc si on partait de U0 positif et qu'on arrive à fabriquer jusqu'à UK-1, je peux supposer ici que S est positif. Et la question est comment résoudre ça ? Alors voici ce qu'on peut faire. On peut considérer un problème auxiliaire qui est U tilde moins taux Laplacien U tilde égale à A de U moins U plus S. Et, donc c'est un problème auxiliaire qui est composé de deux conditions, U tilde égale A de U. Alors écrit comme ça, c'est totalement trivial. Hein. Si U tilde égale A de U, ça simplifie, le U passe de l'autre côté, et puis j'ai l'équation que je voulais. Pourquoi c'est malin de faire ça ? C'est que ça, c'est pas elliptique, ça l'est devenu. OK ? Et ça, en fait, ça ouvre la voie à un procédé d'approximation, à un procédé de point fixe, en fait, qui prendrait la forme suivante. Je pars de U, je définis un second membre, j'applique un opérateur elliptique, donc au passage, j'ai de la compacité pour mon point fixe, et puis après, pour faire ça, je peux appliquer A-1, hypothèse d'homéomorphie. D'accord ? C'est ici que j'utilise l'hypothèse d'homéomorphie. Alors, je suis allé un tout petit peu vite sur un détail, c'est la positivité. Pourquoi ce truc va m'assurer la positivité ? Puisque l'opérateur est elliptique, si la source était positive, c'est bon. Alors, je suis parti de S positif, mais ce n'est pas clair que ça le soit. On peut faire une toute petite correction. Et en fait, elle est basée sur l'hypothèse H1, c'est qu'il existe MU, si jamais on travaille avec des fonctions bornées. Là, on est au niveau de l'approximation, donc les fonctions, on peut supposer qu'elles sont bornées. Il existe MU, une constante positive telle que MU A de U moins U à toutes ses composantes positives. C'est vrai grâce à cette hypothèse-là et à la minoration des PI. On sait que ça, A de U, sur chaque composante, c'est plus grand que alpha fois le vecteur U.
Donc en poussant avec une constante, on arrive à obtenir la positivité. Donc ici, il suffit de mettre cette constante-là pour obtenir un truc positif. Et puis je la remets ici pour bien résoudre le problème. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'ici, je n'ai rien changé à l'ellipticité. Hein. J'ai juste rajouté une constante. Donc c'est le même opérateur avec taux sur mu. Et comme ça, en fait, on vérifie qu'on a la continuité de l'opérateur, on a la compacité par cette étape d'ellipticité, on a la positivité par principe du maximum, et puis on retombe bien sur nos pattes parce que A est un homéomorphisme. Okay ? Alors, ce qui est intéressant avec ce schéma, c'est que, je vous l'ai dit, il est versatile, il s'applique à toutes les généralisations que j'ai considérées, et quand il y a une entropie, il y a une estimation d'entropie discrète qui est vérifiée par le schéma. D'accord ? Ça, c'est capital pour obtenir les estimations uniformes. Alors, l'estimation d'entropie, justement, que je vous ai notée, elle contient une estimation sur les gradients. Donc, vous allez récupérer de la compacité forte, comme ça. Alors, je mets sous le tapis, ici, une difficulté qui est liée aux puissances qui traînent, là. Donc, il y a un peu de travail, mais ici, je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, admettons qu'on a éliminé le problème des oscillations. D'accord ? Donc, ça converge presque partout à une sous-suite près. Comment on peut faire pour passer dans le système ? En fait, il y a une dernière difficulté qui se cache, qui est le problème de la concentration. Ces estimations sur le gradient, par injection de Sobolev, vous allez obtenir de l'intégrabilité en plus sur les fonctions U1, U2, ou sur des puissances de U1 et U2. Mais ce terme-ci, UI gamma I fois UJ, il n'y a rien pour l'instant qui vous le dit de manière générale, qui vous assure que ça ne concentre pas. Surtout que je vous rappelle que la condition d'ellipticité que j'ai évidemment effacée, c'était gamma 1, gamma 2 inférieur à gamma 1. Donc gamma 2 peut être gigantesque et gamma 1 le rattraper. Et dans ce cas-là, si I égale 2, on ne sait pas comment, juste avec ce qui est au tableau ici, s'assurer qu'il n'y a pas de masse de Dirac qui se forme. En fait, il y a un outil qui manque, qui est un outil qui est le trait commun de tous nos travaux avec Laurent, Ariane et Thomas, qu'on a toujours utilisé, qui est l'estimation de dualité, dont je vais vous parler maintenant. Et c'est quelque chose qu'on peut énoncer directement sur l'équation de Kolmogorov que j'ai évoquée en début d'exposé. Donc je vais effacer maintenant tout ceci. Donc, on s'est convaincu qu'on avait un schéma qui réussissait à approcher le système. On veut passer à la limite, on a de la convergence presque partout, on veut juste s'assurer qu'il n'y a pas de concentration. Et je vais donc vous présenter l'estimation duale. Alors, ça, je vais noter cette équation sur le côté parce que j'en aurai besoin. L'entropie, normalement, maintenant, c'est fini. Alors, l'équation de Kolmogorov dont je vous parle, c'est ça. En fait, c'est l'opérateur de diffusion particulier dont on a parlé au tout début, qui est la brique élémentaire de SKT. En fait, c'est presque normal de commencer par ça, avant d'essayer d'obtenir une estimation sur tout le système, comprendre l'équation de Kolmogorov, comment elle se comporte. Et dans quel cadre ? En fait, là, mu, on va avoir, on a toujours la minoration, donc mu est supérieur ou égal à alpha strict positif. Mais comme on sait peu de choses sur les autres populations, en fait, on va considérer une régularité minimale. Donc on va mettre mu L1. Très peu de l'irrégularité. Vous ne pouvez pas le réécrire comme une équation parabolique gentille. On ne peut pas développer. Alors, de quelle estimation on dispose, a priori, quand on a cette équation-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire, a priori ? Alors, la réponse a été donnée par Michel Pierre et ses collaborateurs dans les années 90. Et l'estimation que je vais vous écrire, en France, on l'appelle souvent le lemme de Michel Pierre à cause de ça. Donc, elle s'écrit comme ça. Z2, je ne sais pas si au fond ça va être visible. Hop. Et c'est l'intégrale sur Qt.
Donc c'est une sorte d'estimé L2 à poids. Le poids, c'est le mu en question, sur Z. Et voici. Alors, bon, il y a des variantes, peut-être un tout petit peu plus précises, dans lesquelles je ne vais pas me lancer. On pourrait tout à fait mettre un terme source. Et il y a un article de 2015 de José Canizio, Laurent Devillette et Clemens Fellner, où, dans le cas mu borné, ils arrivent à obtenir mieux que L2. D'accord ? Mais ici, encore une fois, j'essaye d'avancer et d'expliquer un peu ici en fait, comment on peut l'obtenir et comment elle peut nous aider. Alors, le fait qu'elle nous règle le problème, c'est qu'en fait, elle vous donne de l'intégrabilité en plus par rapport à ce qu'on savait au départ. Et en faisant la somme des composantes du système, en fait, on peut obtenir un tout petit peu plus. Et pour essayer de comprendre d'où vient cette estimation, en fait, on va tomber sur le mot dual, comprendre pourquoi on l'appelle estimation duale. Donc, alors ça, est-ce que je vais le noter? Ouais, dès maintenant. Ouais, je vais le noter ici. Donc, l'idée, c'est de considérer ce que j'appelle le problème K étoile, le problème dual de K, qui est ceci. Donc, je ne précise pas ici où est la source pour l'instant, hein, ça va apparaître. Je vais indexer phi. Donc j'ai mis une équation parabolique rétrograde, donc j'ai une condition terminale, et juste là j'ai une source S. Il y a un lien au moins formel entre les deux équations, c'est que si vous intégrez, et ça je vais le garder parce que je vais en avoir besoin, donc je vais effacer le système. Si vous intégrez Z contre S sur Qt, ça, par intégration par partie, ça vous donne moins l'intégrale de Z0 sur le tore fois la valeur de phi S à l'instant initial. Okay, c'est juste l'intégration par partie. Au moins formellement. Pourquoi il est intéressant de considérer ce problème-là? C'est que lui, par contre, il y a des estimations, il y a une estimation naturelle qui sort. C'est que là, on peut le mu est à l'extérieur, on peut multiplier par Laplacien de phi. On peut multiplier par Laplacien de phi, vous allez avoir mu Laplacien de phi qui a le bon signe. Laplacien de phi, ici, vous pouvez le manger par ces termes-là, en faisant apparaître 1 sur mu. Et puis ici, vous pouvez faire une intégration par partie pour faire apparaître un gradient au carré. En travaillant un peu, ce que vous obtenez, c'est une estimation que je note ici, qui est donc L infini 0t H1 de Tn. D'accord ? Pourquoi c'est exactement ce qu'il nous fallait ? Vous voyez qu'ici, l'action de Z sur S, comme une forme linéaire, c'est guidé par ça. Et ici, on a une estimation sur la norme L infini H1 de phi. Donc en particulier, la valeur en 0, on la contrôle dans H1. Et en éclatant cette intégrale-là en norme H-1 fois norme H1, on va exactement obtenir l'inégalité que je vous ai écrite en dessous. C'est-à-dire que la norme H1 de phi de 0 va apparaître, et la norme H1 de phi de 0, vous la contrôlez par ça. D'accord ? Donc voici pour l'estimation duale et une présentation rapide de sa dérivation. Et j'en arrive donc au résultat de stabilité de l'équation Kolmogorov que j'ai évoqué au début. Alors avant de parler du résultat de stabilité, je vais le motiver par la question de la dérivation du système SKT. Et pour ça, je vais commencer par vous parler d'un article de Joaquín Fontbona et Sylvie Méléard de 2015, qui est paru dans le Journal of Mathematical Biology, je crois. Alors, ce qu'ils font dans cet article, c'est qu'ils arrivent à produire, justement, à dériver rigoureusement, non pas le système SKT, mais quelque chose qui a cette forme-là. Donc là, je reprends la structure qu'on a considérée dans le schéma.
Voilà. Et puis, alors, il y a les termes sources, mais je ne m'attarde pas sur les termes sources. Quelle est la différence avec le système SKT? C'est, dans le Laplacien, vous avez des convolutions, c'est des convolutions en espace. Donc en fait, c'est comme un modèle SKT non local. La diffusivité, elle dépend d'une zone autour de chaque individu, si vous voulez. Et alors, dans cet article, il pose la question de, bon, nous, on a réussi à faire ça. Question. Qu'est-ce qui se passe si on envoie les noyaux vers la masse de Dirac? Bon, c'est naturel. Formellement, on récupère SKT, les systèmes SKT standards. Est-ce qu'on peut le faire rigoureusement? Est-ce qu'on peut démontrer que ces systèmes-là, peut-être à une sous-suite près, parce qu'on ne sait pas encore à la limite s'il y a une unicité des solutions, mais est-ce qu'au moins on récupère des solutions de SKT? Alors, en fait, je trouve que c'est une question très intéressante pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, donc, c'est au niveau de la difficulté. La présence de ces convolutions-là, ça casse toute la structure anthropique dont je vous ai parlé. Il n'y a plus rien. Même si vous en mettez une seule, dans ce que je vous avais noté avant, juste sur U1, toute l'estimation d'entropie dont je vous parlais, qui était un calcul relativement simple, tout s'effondre. On n'a rien. En fait, on n'a pas d'estimation uniforme par rapport aux paramètres de régularisation qui assurerait qu'on contrôle des gradients ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas, déjà, voilà, d'un point de vue difficulté, c'est intéressant. Ensuite, du point de vue du système SKT, c'est une nouvelle manière de l'approcher. Ceci est une approximation de SKT, c'est très régulier, il y a des convolutions partout. Donc ça fournit un autre chemin pour essayer de produire des solutions faibles. Et enfin, en fait, Joaquín Fontbona et Sylvie Méléard ne sont pas des EBD-pistes, ce sont des probabilistes. Et donc le chemin que je trouve intéressant, c'est de partir d'une construction probabiliste d'un modèle stochastique à population finie. En faisant tendre la taille de la population vers l'infini, on tombe sur une question d'analyse qui n'est pas triviale, et à la clé, on aurait la dérivation d'un modèle qui sert en biologie. Donc je trouve que ça justifie de se poser la question de est-ce qu'on peut y arriver. Donc j'ai essayé de faire ça, et je n'ai pas réussi. J'ai réussi à le faire partiellement. Et ce qu'il y a de partiel dans le résultat que je vais vous présenter, c'est que je n'arrive à le faire que pour des systèmes triangulaires, avec les pays bornés. Uniquement continu, mais borné. Okay. J'ai besoin de ça. Alors, autant la première hypothèse, je pense que je ne pourrais pas vraiment m'en défaire, autant l'aspect borné, je pense qu'il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, comment j'en suis arrivé à l'équation de Kolmogorov? C'est bon, puisque j'ai plus du tout d'estimation, je me suis dit, bon, mettons que j'ai réussi à obtenir de la compacité sur une population, est-ce que je peux la transférer aux autres? Est-ce que par la compacité dans le Laplacien, je peux récupérer de la compacité pour la solution de l'équation Kolmogorov correspondance? Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me demander, est-ce qu'il y a des propriétés de stabilité séquentielle pour ceci quand mu bouge, éventuellement, et converge fortement? Donc ça, c'est pour la motivation du résultat que je vais vous présenter. Et donc, je reviens maintenant sur le problème K. Alors, l'estimation qui est notée ici, ça, c'est une équation linéaire. J'ai une estimation, donc au moins, je sais construire des solutions. Ça, c'est par compacité faible, je peux approcher mu, là, il n'y a aucun problème. Par contre, les solutions que je construis comme ça, je ne sais rien d'elles. Je ne sais pas si elles sont uniques, je ne sais pas si elles sont justement stables, je n'ai rien de tout ça. Donc, avant même d'obtenir un résultat de stabilité, il faudrait s'assurer d'un cadre où le système est bien posé. Et là, on peut raisonner ainsi. Supposons que K étoile est bien posée. Ça a plus de chances d'arriver parce qu'on a vu, elle a une estimation plus forte. Donc, supposons que pour S donné, il y a un unique phi qui existe et il n'y a pas de discussion et vérifie l'estimation que je vous ai notée. Dans ce cas-là, l'application S donne moins intégrale de Tm Z0 phi S de 0 qui part d'un espace, alors je vais l'appeler, je vais le noter comme ça. C'est un espace L2 à poids, parce que vous voyez que la norme qui ressort, c'est une norme à poids. Et qui arrive dans R, ça, si ce problème est bien posé et qu'on a cette estimation-là, ça, c'est une forme linéaire continue. Théorème de Riesz, elle admet un représentant. Elle admet un représentant, je l'appelle Z, il vérifie exactement ça,
qui est une formulation faible du problème. D'accord ? Donc c'est une manière un peu triviale d'évacuer le truc, mais au moins on a un cadre où là il y a une solution. Donc ça motive la question, quand est-ce que ça s'est bien posé ? Alors là je suis tombé sur un os que j'ai essayé de ronger autant que j'ai pu, et je n'ai pas réussi à obtenir beaucoup de moelle. Donc j'ai posé la question à beaucoup de gens, donc je profite de l'occasion. Alors l'équation a l'air vraiment plus inoffensive que l'autre, hein. Donc on a quand même une estimation qui semble pas mal. Au début, je me suis dit, bon, ben, dans l'estimation, j'ai besoin que de la norme 1. C'est raisonnable de se dire que mu dans L1, minoré par une constante trig positive, il y a existence unicité pour ça. Non. Non, 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 parce que quand on veut faire le truc rigoureusement, il faut justifier ça. Et en fait, on se retrouve à manipuler des problèmes de densité dans des espaces de Sobolev à poids. Et là, en fait, ça ne marche pas bien. Si vous définissez des espaces de Sobolev à poids, parfois les fonctions lisses ne sont pas régulières dedans. Donc la question, ça serait soit phi dans... Alors elle serait L infini H1, elle serait en fait aussi continue L2, c'est contenu un peu dans ces estimations-là. Laplacien de phi est dans L2 à poids mu de Qt. Phi de t est nul. Est-ce que l'annulation de ça implique phi égale 0 ? Question. Voilà. Donc là, je n'ai pas su répondre à ça dans le cas de mu L1. Je sais ni prouver l'unicité, ni prouver qu'il n'y a pas unicité. Et j'ai juste obtenu 3 cas où je sais qu'il y a unicité. C'est mu L infini. Mu L infini, on comprend pourquoi. Je suis en train d'évacuer toutes les questions de poids, parce que L2 à poids mu ou 1 sur mu, quand mu L infini est minoré par en dessous, c'est L2. Donc là, évidemment, il n'y a plus de problème. Mu indépendant de x ou de t. Bon, ça, vis-à-vis des modèles que je regarde, c'est quand même pas d'un grand intérêt. Alors, mu vérifie la condition A2 de Möckenhoupt. Alors ça veut dire que le sup sur toutes les boules de la moyenne de mu fois la moyenne de son inverse est fini. Okay, la moyenne sur la boule en question. Alors ça relaxe un peu la première condition. Ça permet d'être non borné, mais c'est des singularités entre guillemets continues à l'infini, disons. Typiquement, des inverses, il y a des fonctions puissance non bornées qui tombent là-dedans. Donc dans ces 3 cas-là, je sais que phi est bien défini. Alors, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et donc ici, je vais poursuivre, je vais me restreindre à ce cas-là, et je vais expliquer pourquoi je choisis ce cas-là pour SKT, mu borné. Et peut-être avant de continuer, je précise une évidence, hein, avec un nom pareil, vous vous doutez bien que l'équation de Kolmogorov, je ne suis pas du tout le premier à la regarder, et il y a des résultats hein, sur l'unicité, sur l'existence de solutions, des choses comme ça. Mais ce qui fait que mon approche est nouvelle, c'est qu'en fait, j'ai très très peu de régularité sur mu. Alors qu'il y a des travaux de Krylov, Safonov, de Friedman, de Varadhan, aussi un peu plus récemment des travaux de Lebris et Lyons. Mais tout ça, il y a un peu de régularité qui traîne. Holder, VMO, Sobolev, il faut un peu de régularité. Uniquement borné, là, c'est pas clair. Donc ça, c'est 1. Et 2, il n'y a pas, à ma connaissance, de résultat de stabilité comme celui que je vais présenter. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un lien qui s'opère entre unicité et stabilité, stabilité séquentielle, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans la théorie d'hypernalliance des équations de transport, où en fait, à partir du moment où vous avez capté l'unicité des solutions, vous obtenez la stabilité séquentielle. Donc là, ça ressemblait un peu à ça. Donc, de quoi j'ai besoin au tableau? Donc ça, je peux effacer. Alors, je vais vous énoncer ici le théorème et le démontrer là-bas. Donc je me place à partir de maintenant dans le cas où mu est borné, strictement minoré par une constante positive, minoré par une constante strictement positive, il faut lui dire. Je laisse tomber cette question à laquelle je n'ai pas su répondre complètement, et je vous écris le théorème en question.
Alors, si pour des raisons de clarté ou de rythme, vous avez un peu perdu le fil de l'exposé, la partie qui vient est autocontenue, modulo une ou deux estimations, donc vous pouvez vous raccrocher maintenant. Alors, théorème. Je considère une suite de données initiales dans L2. Des diffusivités uniformément minorées mu-n que je suppose appartenir à L infini de Qt. Ok. Alors, je suis dans un cadre d'unicité, d'après ce que je vous ai dit, avec la formulation duale. Donc il existe soit Zn, l'unique solution, je peux parler de l'unique, c'est l'unique dans l'espace L2 à poids correspondant, l'unique solution de dtZn moins Laplacien mu-n Zn égale à 0, Zn de 0 égale Zn 0. Zn existe et est unique si Zn0 converge faiblement vers un certain Z0 dans L2 et mu-n converge fortement dans L1 vers un mu borné, j'ai besoin que la limite soit bornée, alors Zn et mu-n 1,5 Zn convergent fortement dans L2 vers Z mu 1,5 de Z, où Z c'est quoi? C'est l'unique solution de ça. Et il y en a une unique parce que j'ai supposé que la limite était dans L infini. Alors, quelques commentaires avant de poursuivre. C'est un résultat qui marche aussi si on met un second membre. Hein. Donc là, c'est un peu le leitmotiv de l'exposé. On peut toujours rajouter un second membre et ça marche. Et pour comprendre pourquoi il y a un truc non trivial qui se cache dedans, alors regardez le cas où mu-n ne dépend ni de n, ni de t, ni de x. Mu est une constante. Là, ça se trivialise complètement. Je suis en train de vous parler de la compacité du flot de la chaleur. Je pars d'une donnée initiale Z0n qui converge faiblement vers Z, et je vous dis qu'en suivant le flot de la chaleur, on obtient de la convergence forte. Ok, très bien. Alors voilà un autre cas qui est très simple, mais qui, à ma connaissance, enfin, on ne peut pas obtenir facilement la compacité. C'est le cas où mu-n ne dépend pas de n, mais dépend quand même de t et de x. Donc vous prenez une unique fonction comme ça dans L infini. Et je suis en train de vous dire que si vous regardez ça, et que vous partez de quelque chose qui converge faiblement, ou qui est borné, quoi, vous avez de la compacité. Vous avez de la compacité sur la solution Zn. Ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas d'estimation de gradient. Le mu est à l'intérieur du Laplacien. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui se cache, et moi, en fait, je vais le faire même dans le cas où mu dépend de n. D'accord ? Donc il y a un vrai gain ici. Ok. Alors, pour la preuve, et après, j'aurai à peu près terminé. Ah oui, pardon, j'ai oublié une remarque importante. Ce qui me perturbe dans cet énoncé, et j'en parlais un peu plus tôt, c'est qu'il y a des conditions d'appartenance pour cette suite, mais aucune borne dans L infini. J'ai besoin que mu-n admette une valeur d'adhérence qui appartient à L infini, mais je n'ai pas besoin qu'elle soit bornée uniformément dans L infini. Et c'est là où je sens que je fais un truc qui est un peu artificiel, quoi. Et que ça, probablement, qu'il y a moyen de le faire sauter, peut-être en... Mais bon, voilà. Donc pas de borne uniforme sur mu-n. Alors voici la preuve. Alors déjà, de quoi on dispose comme borne? Donc on retourne à l'estimation duale, qui est ici. J'ai le droit à cette estimation, je suis exactement dans le cadre où j'ai le droit de faire ça. Mu-n est borné dans L1 parce qu'elle converge. Ici, c'est borné dans L2, donc en particulier dans H-1. Donc, et je vais ici introduire une notation, ça veut dire borné dans, et appartient avec 2 points, ça veut dire compact dans. D'accord? Donc première chose, mu-n, la racine de mu-n fois Zn, ça c'est borné dans L2 de Qt. OK? Mu-n est uniformément minoré par une constante, donc j'en déduis que Zn est bien sûr borné dans L2. OK? Alors, autre remarque, j'avais une craie rouge là.
Autre remarque, je peux remplacer la convergence mu n vers mu dans L1. Je peux dire que mu n 1,5 converge dans L2 vers mu 1,5. OK? Puisque je converge dans L1, je prends la racine, pas bien compliqué. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant? Parce que, voilà, vous regardez mu n Zn, ça vous pouvez toujours l'écrire mu n 1,5 Zn. Zn converge. Alors, si on suppose que Zn converge faible vers Z, ce qu'on peut toujours faire, hein, parce qu'on a une borne L2, mu n 1,5 fois Zn, je peux passer à la limite dans le produit, parce que ça converge fort L2, et ça converge faible L2. Et je peux refaire encore une fois la même chose avec mu n 1,5 qui est ici. Donc finalement, ce que je vous ai établi, c'est que si Znk converge vers Z dans L2, Z tilde, parce que je ne sais pas encore que c'est le Z, alors mu nk Znk, je peux passer à la limite, ça converge faible vers mu Z tilde. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on peut passer à la limite dans l'équation sur Zn. Il existe au plus, enfin, il existe une unique valeur d'adhérence faible. En fait, pour Zn, la solution de dtz moins mu z égale 0. Donc là, j'ai déjà capté la limite possible. En fait, la suite Zn converge faiblement vers Z. Donc là, pour l'instant, je n'ai que de la limite faible. Alors, deuxième remarque. Maintenant, je vais vraiment parler de compacité forte. Si j'ai de la compacité là-dessus, alors j'ai de la compacité sur Zn. Alors, ça, c'est dû à la minoration des mu n. Okay, et essentiellement, ce qui se passe, c'est que si vous avez de la compacité L2 pour ceci, à sous-suite près, vous avez de la convergence presque partout, mais mu n est minoré par une constante stricte positive. Donc la convergence presque partout de ça implique la convergence presque partout de Zn, mais ça ne donne pas encore la compacité L2. Mais vous avez aussi uniforme intégrabilité dans L2. Si c'est compact dans L2, la sous-suite en question est uniformément intégrable dans L2, et puisque ça c'est minoré, Zn est uniformément intégrable dans L2. Finalement, on utilise Vitali, on a contrôle des oscillations et des concentrations, ça converge dans L2. D'accord ? Donc là, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ça justifie qu'il suffit de démontrer ça. Si on démontre ça, alors on aura compacité de Zn, et ce qu'on a fait au début, qui capte l'unique limite possible, vous dit qu'en fait, toute la suite converge et qu'il n'y a pas besoin de prendre des suites extraites, et qu'on a bien cette convergence-là. Donc maintenant, je vais m'attacher à démontrer ceci, et je vais effacer ce que je viens d'écrire. Alors. Soit donc à démontrer tout se ramène à ceci, la compacité de cette suite. Posons. Alors je vais regarder une équation duale avec une source particulière qui est celle-ci. D'accord ? Je prends comme source mu n fois Zn. Je peux. Je suis dans un cadre d'unicité, parce que tous les mu n sont bornés, donc il existe une unique fonction phi qui est solution de ça. De quelle estimation je dispose ? Alors je reviens ici, je mets tout avec n là, et juste je remarque que mu 1,5, ici, mu moins 1,5, ça va être mu n moins 1,5, et je vais tomber sur mu n 1,5 Zn, qui est borné dans L2. Et mu n est par ailleurs borné dans L1, donc en fait tout le membre de droite ici va être borné, et là je viens de vous dire que phi n, elle va être bornée dans L infini H1, et delta phi n, même mu n 1,5 delta phi n,
va être borné dans L2. D'accord ? C'est exactement les estimations qui sont là-bas qui me permettent de me donner ça. Et là, je peux faire un raisonnement comme j'ai fait sur l'équation de Zn et montrer qu'en fait, il y a une seule limite possible. Donc je peux extraire et converger faiblement dans ces espaces. Ça, j'ai déjà capté sa limite. J'ai déjà dit que mu n Zn, ça converge vers mu z. Et ici, il va se passer la même chose. Hein. Ici, vous pouvez faire mu n1,5 delta phi n. Cette borne-là contient une borne L2 pour delta phi n par minoration des mu n. Donc vous allez obtenir que ça, l'unique limite, c'est la solution de delta phi, c'est celle-ci. Et elle est unique parce que je suis dans un cadre d'unicité aussi bien pour le problème de Kolmogorov que pour le problème dual. Les deux. D'accord ? Pour l'instant, j'ai que de la convergence faible sur phi, mais vous voyez bien que les estimations sont beaucoup plus fortes. En fait, là, il y a de la convergence forte quelque part pour phi. Et je vais vous l'écrire ici, en fait. Fait phi n, je dis qu'elle est compacte dans les fonctions continues en temps à valeur L2 du tore. Bon, ça, on peut le faire rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour voir ça? Je vais effacer à gauche. Et écrire ça ici. dt phi n, vous regardez l'équation qui est vérifiée, c'est égal à mu n 1,5 fois mu n 1,5 Zn moins mu n 1,5 mu n 1,5 delta phi n. Que vérifient ces suites? Mu n 1,5 converge fortement dans L2, et ça, c'est borné dans L2. Ça, c'est borné dans L2, ça, on l'avait déjà obtenu, et ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle trace vous obtenez? Qu'est-ce qui reste comme résidu quand vous multipliez une suite qui converge fortement dans L2 par une suite qui est bornée dans L2? Il reste l'uniforme intégrabilité. Vous n'avez plus de convergence presque partout, mais il reste l'uniforme intégrabilité. Ça, c'est L2 uniformément intégrable. Et ça, c'est L2 uniformément intégrable. Le produit de ces deux va être L1 uniformément intégrable. L1 uniformément intégrable. Pourquoi c'est intéressant du point de vue de la compacité? Maintenant, vous faites phi n de t moins phi n de s. Vous regardez la norme 1. Ça, c'est plus petit que la norme de dt phi n L1 sur un ensemble qui est de la forme st croix tn. Uniforme intégrabilité, c'est vous dire que les intégrales sont petites sur les ensembles petits uniformément en n. Ça devient, grâce à ça, de l'uniforme équicontinuité pour la famille. T et S proches l'un de l'autre, ça va être petit indépendamment de n. Bon, il nous manque un truc, il faut un peu de compacité, mais elle est où? Elle est où? Elle est là. Phi n est borné dans L infini H1 qui s'injecte compact dans L1, donc Ascoli. Phi n est compact, pour l'instant, uniquement à valeur L1. Et moi, je vous ai dit à valeur L2, mais c'est pas grave, elle est bornée dans L infini H1. Vous êtes compact là, borné au-dessus, vous êtes compact dans tous les intermédiaires par interpolation, et donc en particulier continu L2. Donc j'ai bien démontré que phi n était compact dans les fonctions continues à valeur L2. Et comment je peux m'en servir pour conclure? Je reviens en fait à la formulation duale des solutions, qui est écrite là-haut. Le lien entre les deux équations, c'est ça. Maintenant, un peu de traduction. C'est quoi S dans notre histoire? C'est le terme source de l'équation duale. Et l'équation duale, elle est écrite là-bas. Donc c'est ça. Donc ici, en fait, pour tout n, j'ai cette identité en remplaçant S par mu n Zn. Donc j'ai mu n Zn carré. Et puis ici, j'ai du n. Et ici, c'est n. OK? Mais j'ai la même chose pour l'équation limite, parce que je suis dans un cadre d'unicité. Donc j'ai le droit à cette formulation-là. Et pour l'équation limite, ça vous dit que l'intégrale de mu z carré, c'est l'intégrale sur Tn, sur T, de z0 avec un moins devant, phi n de 0. Phi, ici n, ici on n'a pas. Et on vient d'établir la convergence forte dans les fonctions continues à valeur L2.
J'ai supposé que j'avais convergence faible pour Zn0, je multiplie par de la convergence forte, donc je peux passer à la limite. Et c'est ici où ça rappelle ce qui se passe dans les équations de transport. On obtient une convergence en norme pour une suite qui converge faiblement, elle converge fortement. D'accord ? Alors, il me reste 1 minute pour vous expliquer un tout petit peu pourquoi je me suis restreint au cadre L infini. Donc, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs cas pour lesquels j'arrivais à faire ça, mais si on revient à mon intention de base qui était de dériver le système SKT dans un cas triangulaire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir de l'équation la moins couplée, celle qui est tout en bas, et vous allez utiliser la version triviale du résultat quand mu n ne dépend pas de n. D'accord ? Donc vous avez une fonction devant la diffusivité qui est bornée, ça vous donne de la compacité pour la première, et vous allez pouvoir propager d'équation en équation la compacité. Supposez que les coefficients sont bornés, ça vous assure automatiquement que toutes les diffusivités sont bien bornées. Par contre, pour assurer une hypothèse de type A2 Mücke-Nucht, là c'est un peu moins clair comment on pourrait faire ça. Et je pense que, quelque part, là, dans ce que j'ai fait, il y a un peu de marge, et que probablement on peut se débarrasser de l'hypothèse de borne uniforme sur les fonctions mu-n pour aboutir à un résultat qui permettrait de traiter tous les cas triangulaires. Mais on est encore loin de pouvoir traiter les cas totalement pleins. Et je vais m'arrêter là pour mon exposé. Merci beaucoup.